Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Comcast? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de faire des erreurs ou de me tromper. D'accord? Alors, nous avons une compagnie ici qu'on a déjà eu analysée, je pense qu'il y a je pense que c'était il y a quelques mois, je pense bien, 2 ou 3 mois par là. Alors, ici, la vidéo ici date donnez-moi juste un instant, donc en juillet 2022. Donc, depuis le mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a vu ici dans l'entreprise ici, juillet 2022, de juillet 2022 à aujourd'hui, on a moins 28%. Donc, quand on faisait la vidéo, on était aux alentours de $40 l'action. Et l'entreprise était un tout petit peu intéressante à cette période-là, OK? On avait pris ici une analyse ici en se basant également sur les éléments comme la croissance, etc. Mais c'était une entreprise assez intéressante. Donc, aujourd'hui, on est à $30 l'action. On va essayer d'aller plus loin que de parler de chiffres ici. En tout cas, par rapport à mes lectures, j'ai pu à peu près faire une petite note ici et je vais vous lire la note. Et on va peut-être revenir sur l'évaluation ici afin de voir à peu près si on reste sur la même tendance ici parce que toute entreprise qui représente une opportunité d'investissement vient également avec quelques soucis. Maintenant, à nous de savoir est-ce que ces soucis-là sont durables. D'accord? Donc, j'ai fait ma petite note ici. Je vais la lire. D'accord? Et on va revenir pour commenter. D'accord? Alors, premièrement, le business. Il faut savoir ce qu'on fait ici parce que la plupart du temps, je ne dis même pas souvent qu'est-ce que l'entreprise fait. C'est pas que je ne veux pas, mais je pense que si les chiffres vous intéressent, dès le moment où vous savez ce que l'entreprise fait, dans quel segment d'activité on est, ça peut vous aider à aller, ça va piquer vos curiosités en fait. Ok, donc je fais exprès de ne pas le faire. D'accord? Généralement, si je vous dis comme casse, on existe dans le secteur de la télécommunication, bien c'est un spécialiste du secteur de la télécommunication. C'est fait exprès. Donc, Comcast Corporation est une entreprise mondiale de médias et de télécommunications. Son segment câble, notamment câble communication, représente 54% des revenus. Il fournit Internet haut débit, la télévision payante et les services de téléphonie sur les principaux marchés sous la marque Xfinity. D'accord? Donc la marque Xfinity représente 54% des revenus ici. Donc la marque Xfinity ici, c'est Internet haut débit, la télévision payante, le service de téléphonie. D'accord? Et maintenant, nous avons NBC Universal, donc la chaîne de médias, d'accord, qui comprend des réseaux de diffusion par câble et en streaming, notamment NBC, Bravo, Peacock, ok. Et vous avez également les studios de télévision, donc studios de télévision Universal et DreamWorks appartiennent à Comcast. Et en dernier lieu, on a les parcs à thème. Donc c'est une entreprise qui a plusieurs segments. On a câble communication, donc Internet, d'accord, Internet et la téléphonie. Donc maintenant, il faut voir téléphonie mobile, téléphonie résidentielle, donc Internet et la téléphonie. Après, on a les chaînes de médias, d'accord, NBC Universal. Après, dans NBC Universal, on a le streaming, donc il faut voir que c'est la publicité à ce niveau-ci. Ok, la première partie, c'est câble communication, c'est le service mensuel, payant, d'accord. Et deuxièmement, le câble ici, c'est qu'est-ce qui nous donne l'argent ici? C'est surtout la publicité. Ok, bon, également, il faut voir, plus on a des abonnés, mieux c'est. Également, vous avez les parcs à thème. Donc, les parcs à thème un peu comme à la Disney World. Donc, vous allez voir ici que généralement, c'est un secteur qui sera touché par l'augmentation de, comment on appelle ça, l'augmentation des voyages de loisirs, d'accord, ou bien du tourisme, ok. Et en dernier lieu également, elle a fait l'acquisition de la télévision payante Sky PLC au Royaume-Uni ici en 2018, donc ça représente 17% de ses revenus. Donc assez diversifié. Donc c'est un peu une compagnie, c'est un mélange entre, on pourrait dire, entre un Verizon, d'accord, et un Disney, d'accord. C'est ce que cette compagnie s'y fait. Donc, après avoir parlé du business ici, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au cours du dernier trimestre ici et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le futur de cette compagnie ici. À quoi s'attendre en tout cas selon moi. Donc, le cours des actions de Comcast a fortement chuté après la publication des résultats du deuxième trimestre. En juillet, la société a affiché une hausse plus forte que prévu de 20% de ses bénéfices, mais le repli a coïncidé avec l'annonce d'une baisse de la demande non seulement pour le service Internet haut débit, mais aussi pour Peacock, le service de streaming que NBC Universal a lancé avec beaucoup de promesses en avril 2022. Donc, ils ont un service de streaming qui s'appelle Peacock. Mais attention, ils ont également un autre service de streaming où ils sont en partenariat avec Disney qu'on appelle Hulu. OK? Donc, le service de streaming ne comptait récemment que 27 millions de comptes actifs mensuels. 27 millions de comptes, ce n'est pas mal non plus, mais ce n'est pas assez. Notamment quand on voit
à peu près où est-ce que se retrouve Disney et où est-ce que se retrouvent par exemple des compagnies comme Netflix. Il faut également voir que Disney a donné il y a beaucoup de comptes gratuits dans Disney, énormément, vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le bénéfice, le revenu par utilisateur de Disney est moitié moins que celui de Netflix. Or, ils vont commencer à augmenter les prix présentement parce que ce n'est pas rentable, ils perdent de l'argent. Donc, ils n'ont pas le choix que d'augmenter les prix. Et quand ils vont augmenter les prix, des gens qui avaient pris les abonnements gratuits, bah, certains ne vont juste pas renouveler. Personnellement, j'ai essayé la plateforme de Disney. Franchement, il y a du travail encore à faire. On en a déjà parlé ici avec plusieurs fois parce que le secteur du streaming, c'est un secteur qui m'intéresse énormément. Je suis très investi dans ce secteur-là, notamment avec des compagnies comme euh, euh, Paramount, des compagnies comme Warner Bros. Discovery. Vous avez également des compagnies comme Disney, Netflix. Donc, on essaye de faire un combo ici, mais j'aime bien Disney pour le moment. D'accord. Donc, on continue ici. Donc, 27 millions de comptes actifs mensuels, soit une fraction du nombre de spectateurs de Disney Plus et de Netflix. Comcast a tout à gagner à ce que davantage de contenu de NBC Universal passe de Hulu à Peacock. Il faut savoir que la majorité du contenu de NBC Universal est sur Hulu. Or, il faut absolument, vu que dans Hulu, on est en partenariat avec Disney, Disney qui est un concurrent également à nous, bah, on n'a pas le choix, on, on bénéficierait plus à avoir notre propre service de streaming parce qu'en réalité, on a les moyens de produire assez de contenu, d'accord, notamment avec NBC Universal. Donc, la migration de Hulu à Peacock est primordiale où soit euh, Comcast va racheter les parts de Disney dans Hulu ou va vendre ses parts de Hulu à Disney. OK? Cependant, sans envergure, donc sans taille critique, si elle n'a pas voilà, si elle ne dépasse pas une certaine taille, d'accord, il sera probablement difficile d'attirer des fonds publicitaires et de développer un contenu exclusif attrayant. Donc, vous imaginez bien qu'avec 27 millions de comptes, c'est beaucoup 27 millions, mais voilà, comparé aux mastodontes comme Disney et Netflix, il y a encore beaucoup de chemin à faire. OK? Donc, maintenant, le marché de la fourniture de services haut débit, de services Internet à haut débit, a récemment connu une période de ralentissement. En effet, sur une base nette, Comcast n'a ajouté aucun nouvel abonné au service Internet à haut débit au cours du deuxième trimestre, contre 262 000 nouveaux abonnés au cours des 3 premiers mois de l'année. Donc, les 3 premiers mois de l'année, on a ajouté des clients. Mais les 3 mois qui ont suivi, donc jusqu'au mois de juin ici, on n'a pas ajouté de nouvel abonné. Et la direction attribue ce ralentissement à plusieurs facteurs, notamment une diminution du nombre d'opportunités de vente. D'accord. Ils prennent comme exemple les gens étant moins nombreux à déménager de nos jours. Donc, quand moi j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, OK, est-ce que c'est vraiment une raison ça? Parce que c'est vrai que quand vous déménagez, le service Internet est généralement le service de base que vous allez aller chercher. Donc, c'est primordial. Donc, dès les premiers jours, vous avez plus un avantage à aller chercher, à prendre un nouvel opérateur, surtout si vous déménagez. Mais je ne pense pas. Je pense également que ce n'est pas la seule raison. Je pense que c'est une raison pour moi, assez fragile pour expliquer la situation actuelle. Celle qui explique bien la situation actuelle, c'est surtout les deux suivantes. Donc, et le report de la demande en 2022 et 2021 en raison de la pandémie. Quand on dit report de la demande, ça veut dire qu'en 2020 et 2021, il y a eu une demande très élevée parce que les gens étaient en confinement. Il y a des gens qui n'avaient même pas Internet. Vu qu'ils en avaient besoin maintenant, ils en ont pris. Il y a une grosse demande qui a été déportée à 2020-2021. Donc aujourd'hui, il y a un ralentissement. Ces gens-là vu que l'économie a ouvert à nouveau, certaines personnes ne veulent juste pas renouveler. Il faut également voir que le gouvernement américain avait accordé comment on appelle ça? Il y avait des intéressements, je pense que c'était des aides, on va le dire comme ça, à certains habitants dans les zones rurales. Donc, ces subsides-là ont disparu, au cours du mois de juin ici. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont juste pas renouvelé leur service ici. Il faut se dire que quand on est dans le secteur je pourrais dire ici, là, de la fourniture d'Internet au débit, vous avez des obligations. OK? Il faut aller voir ça, c'est sur le plan ici réglementaire, etc. Donc, il faut voir que la plupart des gens qui sont déconnectés ici, vous allez voir que c'est surtout dans les zones rurales. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, elle a également cité la concurrence. Et là, je pense que c'est le point le plus important. La concurrence accrue des services fixes sans fil offerts par des sociétés comme Verizon et T-Mobile. OK. On va prendre quelques instants ici. Qu'est-ce que c'est qu'un service fixe sans fil?
Rappelez-vous, Comcast fournit Internet, d'accord? Généralement, c'est de la fibre optique, donc c'est sous terre. OK? Donc, ça demande un excellent, ça demande de l'infrastructure. OK? Mais maintenant, les services de télécom ont un avantage aujourd'hui, c'est qu'on a une technologie qui nous permet d'utiliser les tours de télécommunications pour fournir Internet. Et avec l'avènement de la 5G, ça sera aussi rapide que la fibre optique. En tout cas, selon les spéculations, ça pourrait être l'équivalent. Mais on pourrait voir que sur le plan technique, il pourrait avoir une légère différence ici. Donc, ça, par contre, je pense que c'est l'une des parties qui impacte réellement cette compagnie-ci. Parce que les compagnies comme Verizon et Telecom et T-Mobile sont en quête de ramasser les clients. Et elles ramassent les clients, pourquoi? Parce qu'elles peuvent offrir des offres combinées. Et c'est ça l'avantage. Quand moi, Verizon, vous venez chez moi, je peux vous offrir Internet, le téléphone et la télévision. C'est bien, c'est un bon deal. C'est vrai que Comcast peut le faire, mais attention, Comcast a des partenariats avec Verizon pour fournir son service de télécommunication. Donc, je pense que Verizon a un avantage, ou bien T-Mobile ont un avantage à fournir des services d'Internet aujourd'hui. Et quand on regarde à peu près c'est quoi la télévision, c'est quoi le fixed wireless, vous voyez que c'est ça, tour de télécom, et on fournit Internet ici. OK? Et avec l'avènement de la 5G, encore plus rapide, aussi rapide que la fibre, selon les spéculations. Donc, je pense que c'est là où se situe en fait le véritable risque à long terme ici. OK? Donc, on continue. On va ici. Ne me remerciez pas si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. So, les perspectives de croissance sont néanmoins encore bonnes. Parce qu'il faut se dire que cette technologie-là également voilà, elle n'est pas tip-top. On va le dire comme ça. On pourrait l'approfondir sur une autre vidéo ici, donc je ne vais pas rentrer sur le plan technique ici, surtout que c'est un plan que moi-même j'essaie encore de maîtriser aujourd'hui, d'accord? Mais je sais premièrement que les entreprises comme Charter Communication ont ce problème-là. Les entreprises comme Charter Communication, on sait HTR, qui sont sous-évaluées aujourd'hui, ont ce problème. D'accord? Parce que la concurrence des Verizon et des T-Mobile va devenir de plus en plus, va s'intensifier. OK? Donc, vous voyez que Charter est quitté de $800 à $300. D'accord? Et ça continue à baisser. Vous allez également voir des entreprises comme, j'oublie la compagnie que Patrick Drahi a acheté aux États-Unis, Altis. D'accord? C'est Altis. Donc, on a Altis ici. Vous allez voir que Altis a énormément de free cash flow. Il rachète des actions comme des malades. Mais l'action ne fait que chuter en bourse. Mais également, ils sont également très endettés. Donc, le risque est justement lié à l'avènement de la 5G. Comment est-ce que ça va impacter le service de câbleau, le service de la fourniture d'Internet par câble, d'accord? Donc, par la fibre, en fait. On va le dire comme ça. Donc, on continue. Néanmoins, les perspectives de croissance sont bonnes. Selon les analystes, les bénéfices devraient augmenter de 11% à $3,60 par action cette année et de 8% supplémentaires à $3,90 en 2023. Cette affirmation positive s'appuie en grande partie sur les perspectives favorables de l'activité des parcs à thème qui résultent de la reprise des voyages de loisirs après le Covid-19. Parallèlement, l'important flux de trésorerie disponible devrait permettre de procéder à des rachats d'actions supplémentaires et d'augmenter le bénéfice par action. Il faut voir ici que c'est une entreprise qui a institué un rachat d'actions de 20 milliards et ils ont déjà racheté 9 milliards, pour 9 milliards ici aujourd'hui, donc en date d'aujourd'hui. Donc il reste encore à peu près 11 milliards à dépenser. C'est bien le rachat d'actions, mais j'aurais préféré qu'on repaye la dette avec ça ici. Je ne dis pas que c'est une entreprise qui est endettée, mais on a près de 86 milliards de dettes ici. Donc, la dernière vidéo ici sera corrélée à celle-ci parce que je ne vais pas beaucoup changer dans mon raisonnement. D'accord? Bon, on va dire ceci. En termes de revenus, en termes de marge bénéficiaire, on reste sur les marges bénéficiaires de 12%. OK? En termes de revenus ici attendus, les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours de, voilà, on va dire 121 milliards, 121,5. C'est 121,60 si vous voulez. Donc, on va mettre 121,1, d'accord? 121,6, on va le faire comme ça, ok? On s'attend à voir ça en 2022, ok? 12% de marge bénéficiaire. Je ne vais pas prendre en considération la croissance ici, d'accord? Parce que la croissance, les années à venir, elle est aux alentours de 2%, donc c'est maintenu au niveau de l'inflation, ok? Notamment, il y a également la concurrence qui va arriver, donc on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir à ce niveau-là. Et également, on doit investir massivement au niveau du streaming. Donc, ici, le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, vous pouvez voir en termes d'actions ici aujourd'hui, donc par rapport à Finbox ici, qu'est-ce qu'il nous affiche? Donc Comcast,
Alors, donc le nombre d'actions, Comcast, on va aller chercher l'information ici. Voilà, tu te retrouves là, on valide. OK. Donc, on essaie d'aller plus loin que le dividende ici. Le dividende ici, il est bon, etc. Mais il faut voir ici que l'entreprise peut avoir un problème structurel ici. Bon, quand on dit structurel, c'est un peu exagéré. Elle a clairement les moyens de souffrir ici. On regarde, qu'est-ce que je n'arrive pas à retrouver l'information par rapport au modèle ici que j'ai envie d'utiliser. Donc, c'est Comcast, Template Variation, Standard Finance. Ce n'est pas ça que je veux réellement. Bon, c'est pas grave, je le fais manuellement ici. OK. Donc, je vais prendre ici, en termes de nombre d'actions, on a combien en date d'aujourd'hui? Nombre d'actions, je prends ça, je valide. On a 4 milliards, donc je vais mettre ici par rapport au dernier trimestre. 4 milliards 480, d'accord? 4 milliards 480 en termes de nombre d'actions. 4,48. Le PER, généralement, on oscille entre des PER de 15 à 20 fois les bénéfices. Je pourrais même aller jusqu'à 22 fois les bénéfices ici, mais vous allez remarquer une chose. Le marché ne paye pas ça. D'accord? Quand je prends ici les price to free cash flow, par exemple, je prends les price to free cash flow parce que les free cash flow de cette entreprise sont plus élevés, sont parfois plus élevés que les net income. Alors, on va prendre ça ici, la médiane. Vous constatez que le marché sur les 20 dernières années paye à peu près 15 fois les bénéfices, 15 fois les free cash flow, les 10 dernières années, 15 fois, les 5 dernières années, 13 fois. Ce n'est pas que... En fait, vous constatez ici que ça, c'est un service à peu près qu'on va appeler... c'est la consommation défensive, OK? Donc, même en période difficile, voilà, on garde quand même un téléphone, on garde quand même Internet, d'accord? Et vous allez voir ici que les PER sont très bas. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui ont une énorme dette. Donc, ces PER-ci prennent en considération la dette de l'entreprise. OK? Elles prennent déjà en considération la dette de l'entreprise. Vous allez voir que les entreprises de télécom, etc., sont généralement dans ce genre de secteur-là. Or, cette compagnie-ci est un peu hybride, donc entre télécom, médias. Vous savez que ce sont des secteurs qui n'ont pas trop le vent en poupe présentement. Donc, quand on prend les PER, on a des PER ici en moyenne sur les 20 dernières années, on a des PER ici de 21 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 20 fois les bénéfices. Mais comme je vous l'ai dit ici, quand on prend les net income, d'accord, on les met là, ok. Quand on prend les free cash flow, ok, on les met là. Et je les mets sur le même graphique. Qu'est-ce que vous constatez? Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Parce que ici, ces entreprises déprécient énormément leurs actifs. Or, ils dépensent moins en capital, même si la dépense en capital va être élevée dans les années à venir. Maintenant, quand on prend ici la dette nette, donc la dette nette ici en date d'aujourd'hui, donc sur le dernier trimestre ici, on a une dette nette ici, il nous affiche 91 milliards, mais attention, quand je vais regarder sur Yahoo Finance, ici on est à peu près à 86 milliards. Mais je vais prendre ici 92 milliards, je ne vais pas me casser la tête, d'accord? Donc il y a ici une différence ici de à peu près 6 milliards par là, donc 6 milliards aura un impact de 1,50$ par exemple sur la valorisation totale. Donc, je vais prendre la dette nette de 92 milliards ici, mais sachez qu'elle est moins élevée que ça, d'accord? Je le précise encore une fois. Donc, je vais mettre ici 92, 9, 2 billion. OK. Le dividende, on va y revenir. Je vais prendre 20 fois les bénéfices directement. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, à 20 fois les bénéfices. La dernière fois, j'avais pris 22 fois les bénéfices. Donc, ici, c'est 121,6. Donc, pourquoi est-ce que je ne prends pas 22 fois les bénéfices? C'est juste parce qu'on arrive dans un environnement inflationniste. Donc, les PER auront tendance à diminuer. Donc, faites attention. À 12% de marge bénéficiaire ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette qui est de 92, d'accord, divisé par le nombre d'actions qui est de 4 milliards ici, 4 milliards, 4,48. Ça donne ici une valorisation aux alentours des 44-45$ l'action. Sans prendre en considération la croissance, ok? Et également en sachant que la dette nette est un tout petit peu moins élevée que ça. Donc si on prend le différentiel de dette nette ici, on a à peu près 6 milliards de différence. Divisé ici par le nombre d'actions ici, voilà, on sera à peu près à 1,33$. Donc on pourrait se dire qu'on va se retrouver aux alentours des 46$ l'action. Donc, on va se dire ici qu'à X20, on est à combien? On est aux alentours des 45$. OK? Par rapport à la dernière vidéo ici, vous avez constaté que j'étais plutôt sur le plus haut niveau ici, donc à partir de 22 fois les bénéfices. Je vais réduire ça ici. D'accord? Je préfère me situer à 20 fois les bénéfices ici, notamment parce que l'inflation est de plus en plus élevée. Et je n'ai pas envie de me retrouver dans quelque chose que je vais payer 20 fois les bénéfices. Mais comme je le dis toujours, ce raisonnement est biaisé par rapport à mes propres connaissances ici. Donc, je suis libre de faire ceci. OK? Donc, la dernière fois, on était à peu près à 46$ l'action, à 84 ici. Donc, à peu près aujourd'hui, on se retrouve toujours à la même chose. Donc, ça n'a pas trop changé. OK? Donc, je serais plutôt situé ici aujourd'hui. OK? So,
au prix actuel, à 30 $ l'action, on a une opportunité d'investissement. OK, donc l'opportunité ici, voilà, par rapport au prix, donc si on a à peu près 46 ici, divisé ici par 30 $, ça nous donne à peu près aux alentours de 1 $, ça fait ici à peu près 53% de différence ici. Donc il faut également constater que c'est une entreprise qui distribue un dividende. OK, donc le dividende ici, est-ce qu'il est croissant? Donc on met ici dividende, ouais, il est croissant année après année. Je pense que vous êtes devenus des spécialistes du dividende ici aujourd'hui parce que la plupart du temps, vous vous arrêtez dessus uniquement. Donc, il est croissant depuis plusieurs années et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux savoir, est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer la dette? Est-ce qu'elle a les moyens de survivre? Est-ce qu'elle a un business model qui tient la route? Et également, vous savez qu'il y a un risque à ce que les compagnies comme T-Mobile ou bien Verizon ou bien également comme AT&T viennent nous concurrencer sur notre segment d'activité le plus lucratif, à savoir le service Internet. OK? Donc, la fourniture du service Internet. D'accord? C'est près de 59%, enfin, dans une certaine mesure, de nos revenus ici dans ce segment qui rapporte le plus. Et si ce segment-là est menacé, même s'il y a des risques de menace, même s'il y a même des risques de cohabitation entre les deux, ça fait qu'il y a une partie des clients qu'on ne pourra pas aller chercher parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché. OK? Alors, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow ici en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc, on avait pris à peu près 14 milliards 580 ici, d'accord, en termes de revenus ici, d'accord, divisé par le nombre d'actions, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 132 milliards 620, ça fait à peu près 10% de rendement. Ça, c'est sans prendre en considération la dette. Donc, si vous distribuez la totalité des free cash flow sans prendre en considération la dette, vous avez 10% de rendement. En date d'aujourd'hui, le dividende ici aux alentours de 3,60, donc il est assez safe ici, il y a assez de marge de manœuvre ici pour qu'il continue à croître. Et je vous dis que l'entreprise ici, oui, le dividende qu'elle vous verse est de 3,59%, mais en réalité, avec le rachat d'actions, vous avez un yield on cost de 13%. OK? Pour le futur de cette entreprise, voilà, il y aura des secousses certainement, mais je ne pense pas que ce soit une entreprise qui va disparaître. Si vous êtes très pessimiste par rapport à l'avenir de cette compagnie, si vous pouvez attendre un meilleur prix que ça, au prix actuel, voilà, c'est pas mauvais, mais bon, on ne va pas y mettre 50% de nos capitales. Faites attention au PER également. Il faut également voir que c'est une entreprise qui est endettée. Il faut également voir que c'est, quand je dis endettée, voilà, la dette est grosse, donc les taux d'intérêt auront tendance à augmenter également ici. Donc il faut voir ici que elle aurait également tendance à effectuer beaucoup d'investissements ici dans le futur, notamment avec le service de streaming. Voilà tous les éléments que vous devez prendre en considération avant d'investir sur cette compagnie-ci. Ne pas juste se limiter ici aux dividendes. Donc j'espère qu'on a fait ici un 360 suffisant qui vous a un tout petit peu éclairé par rapport à cette compagnie-ci. Dites-moi si vous aimez ce genre de notes-là qu'on a un peu fouillé au-delà des chiffres ici. Je ne peux pas le faire pour toutes les entreprises, je vous le rappelle, parce que c'est du temps que je prends ici pour le faire. OK? Comme cas, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser moi-même, donc je suis souvent enclin à faire des recherches sur des entreprises qui m'intéressent déjà, pas sur n'importe quelle entreprise. OK? Au prix actuel, je dirais on a une opportunité d'investissement meilleure que la première fois ici, et ça ne prend même pas en considération une éventuelle croissance, ok, mais également ça vient avec un certain risque. Maintenant, à vous de voir si cette compagnie-ci vous intéresse ou pas. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, et j'apprécierais un pouce bleu et un abonnement si possible. Ça permet à la chaîne de pouvoir se développer rapidement. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.